C'était un mardi de novembre, peu après 16 heures, alors que la pluie battait les vitres du salon. Ma belle-mère, Béatrice, m'empoisonnait à petit feu dans ma propre cuisine pour me faire déclarer mentalement incapable et me voler ma maison. Je l'ai compris en fixant le fond de ma tasse. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté ce thé brûlant à travers la pièce. J'ai simplement essuyé le comptoir, posé la cuillère en argent sur l'égouttoir et continué à respirer calmement. Je savais que mon mari, Franck, la couvrait. Comment prouver sa propre lucidité face à un juge quand la personne qui altère chimiquement votre cerveau est précisément celle qui convainc le monde entier de vous protéger? La réponse exigeait une froideur que je ne me connaissais pas. Je suis restauratrice d'art. Mon métier consiste à nettoyer les toiles du XVIIIe siècle pour des galeries parisiennes. J'enlève les couches de vernis jauni avec des cotons-tiges, millimètre par millimètre. Je repère les craquelures invisibles à l'œil nu. Je sais identifier un faux pigment ou une retouche grossière en un seul coup d'œil. Ce travail exige une concentration absolue et une mémoire visuelle parfaite. Pourtant, j'ai été totalement incapable de voir la moisissure qui rongeait ma propre famille. Mon père m'avait légué une grande meulière près de Rambouillet. Une bâtisse imposante en pierre, entourée de vieux chênes. Il l'avait achetée 30 ans plus tôt. À son décès, le notaire a rédigé l'acte de succession avec une grande clarté. La maison était un bien propre. Elle n'entrait pas dans la communauté de biens de mon mariage avec Franck. Elle m'appartenait de façon exclusive. En cas de divorce, Franck n'avait aucun droit sur cette propriété. Ce détail juridique m'était indifférent. Je faisais confiance à mon mari. Nous y vivions avec notre fille, Léa, âgée de 4 ans. Franck travaillait comme cadre dans une compagnie d'assurance. Il rentrait souvent tard, posait son attaché-casse dans l'entrée et se plaignait du rythme imposé par sa direction. Je le trouvais protecteur. Je le voyais comme mon pilier. Sa mère, Béatrice, habitait à une 40aine de kilomètres de chez nous. Elle portait toujours des chemisiers en soie impeccables et des colliers de perles. Elle arborait l'attitude d'une femme de la bonne bourgeoisie de province qui sait tout mieux que les autres. Au début de notre mariage, ses visites restaient espacées. Elle critiquait vaguement la cuisson de mon rôti ou le choix de mes rideaux. Rien de plus qu'une friction domestique classique. Puis, mes problèmes de santé ont démarré. C'est arrivé au début du printemps. Des étourdissements légers d'abord. Je devais m'agripper au rebord de l'évier en préparant le petit déjeuner. Ensuite, des trous de mémoire inquiétants se sont installés. J'oubliais de régler nos avis d'imposition. Je garais ma voiture devant la boulangerie et je rentrais à pied, persuadée de n'avoir jamais pris le volant. Une après-midi, j'ai laissé la porte de mon atelier grande ouverte. Une toile, confiée par un collectionneur, est restée exposée au courant d'air. Le propriétaire m'a menacé d'un procès. Franck a dû payer des pénalités avec nos économies communes. Le soir même, il a appelé sa mère. Béatrice a débarqué le lendemain matin avec 2 grosses valises en cuir. Elle a posé ses affaires au centre du salon. Elle a pris mes mains dans les siennes. Ses paumes étaient sèches et dures. Elle m'a regardée avec une pitié fabriquée de toutes pièces. « Élise, ma chérie, tu es épuisée », a-t-elle décrété. « Laisse-moi prendre le relais pour la petite. » Elle s'est imposée dans la maison. Elle a pris en charge les repas. Elle gérait les trajets pour l'école maternelle de Léa. Surtout, elle a instauré un rituel très strict. Chaque soir, vers 21h, elle me préparait une infusion. Elle achetait ses plantes dans une herboristerie spécialisée du centre-ville. Elle préparait la décoction en tournant le dos au salon. Elle insistait ensuite lourdement pour que je boive la tasse entière avant de monter me coucher. La saveur était extrêmement amère, camouflée sous 2 cuillères de miel. Je buvais sans discuter. Je sombrais ensuite dans un sommeil lourd, presque artificiel. Le lendemain, je me réveillais avec un voile épais sur le cerveau. Mes bras pesaient une tonne. Notre maison possédait une chambre au bout du couloir du premier étage. C'était une ancienne salle de couture, remplie de vieux cartons et de meubles bâchés. La 3e semaine de son séjour, Béatrice a décidé de sceller cette pièce. Elle a ramené un rouleau d'adhésif industriel. Elle a affirmé avoir senti une odeur de pourriture près de la fenêtre. Elle a parlé d'une infiltration d'eau dans la toiture. Selon elle, un champignon toxique, la mérule, dévorait les plinthes en bois.
Elle a confisqué l'unique clé en laiton massif. Elle a recouvert l'encadrement de la porte avec le ruban adhésif noir. C'est pour protéger les voies respiratoires de Léa, a-t-elle affirmé avec aplomb. J'ai contacté un expert en traitement de charpente, il passera d'ici un mois. D'ici là, personne n'ouvre cette porte. J'étais bien trop lasse pour vérifier ses dires. J'ai hoché la tête. J'ai accepté cette porte barricadée à quelques mètres de ma propre chambre. Mon esprit fonctionnait au ralenti. Je trébuchais régulièrement sur les mots. Je perdais le fil de mes phrases au milieu d'un repas. Franck me fixait par-dessus la table, avec une inquiétude exagérée. Il chuchotait avec sa mère dans la cuisine quand il me croyait endormie sur le canapé. Un matin, j'ai voulu préparer le sac de sport de Léa. Mon esprit s'est brouillé. J'ai mis son maillot de bain un mardi du mois de novembre. Béatrice s'est approchée. Elle m'a doucement repoussée. Elle a sorti le maillot, plié un jogging et refermé le sac elle-même. Elle m'a souri. « Ne force pas, Élise », m'a-t-elle glissé. « Il faut savoir se reposer quand la tête ne suit plus. » Mon aveuglement total a duré jusqu'à la fin de l'automne. Un vendredi soir, j'ai vu une enveloppe froissée sur la console de l'entrée. C'était un relevé bancaire de notre compte joint. L'enveloppe était à moitié déchirée. Franck l'avait manifestement ouverte à la hâte. Je l'ai dépliée. J'ai plissé les yeux pour forcer ma vue à faire le point sur les petites lignes d'imprimerie. Mon regard s'est bloqué sur la colonne de droite. 2 retraits en espèces apparaissaient à 4 jours d'intervalle. Le premier pour 800 €, le second pour 1200 €. Les dates correspondaient au début de la semaine, des jours où je n'avais physiquement pas quitté mon canapé à cause de violents vertiges. J'ai froncé les sourcils, j'ai empoigné le feuillet et j'ai marché vers le salon. J'ai tendu le papier à Franck. Il regardait un documentaire. « Sicre. Qu'est-ce que c'est que ces retraits au distributeur ?» ai-je demandé d'une voix pâteuse. Franck s'est raidi. Il a baissé le volume de la télévision. Il a jeté un regard fuyant vers le couloir. Béatrice est apparue immédiatement. Elle tenait un torchon sur l'épaule. Elle s'est avancée avec une lenteur calculée. Elle a tiré le papier de mes doigts avec autorité. Elle a jeté un œil au document, puis a poussé un soupir théâtral. « Élise, tu as retiré cet argent la semaine dernière pour payer ton fournisseur de toile, » a-t-elle dit calmement. « Tu m'as demandé de t'emmener au distributeur de la place du marché. Tu l'as encore effacé de ta mémoire. » J'ai ouvert la bouche pour protester. Je n'avais pas vu ce fournisseur depuis 3 mois et je réglais toujours par virement. Mais le vertige m'a saisi d'un seul coup. Le plafond de la pièce a semblé basculer. Franck s'est levé rapidement pour me soutenir par la taille. Béatrice m'a guidée vers le fauteuil. Elle a lissé mes cheveux en arrière. « Tu te fais du mal, ma chérie. Je t'assure que nous y sommes allés ensemble. Il faut savoir se reposer quand la tête ne suit plus. » Elle est retournée dans la cuisine. Elle est revenue avec ma tasse de thé fumante. Je n'ai pas eu la force de lutter. J'ai bu. J'ai avalé cette amertume brûlante. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé glisser dans un sommeil opaque, persuadée que mon propre esprit était mon pire ennemi. C'était le lendemain matin. Je suis restée allongée de longues minutes en fixant les moulures du plafond. La brume dans mon crâne était toujours là, compacte, écrasante. Je repensais à la scène de la veille, le retrait en espèces, l'empressement de Franck, l'intervention millimétrée de Béatrice. Une chose ne collait pas. Dans ma vie professionnelle, j'avais manipulé des centaines de solvants. Je connaissais les effets des émanations toxiques. La confusion mentale n'arrivait jamais à heure fixe. Or, mes vertiges culminaient systématiquement après le dîner, juste après la fameuse infusion. Le soir même, j'ai décidé de tester cette théorie. Après le repas, Béatrice m'a servi ma tasse habituelle. La céramique brûlait mes doigts. Elle m'a regardée avec cette tendresse de façade, attendant que je porte le liquide à mes lèvres. « Bois doucement », a-t-elle murmuré. « Il faut savoir se reposer quand la tête ne suit plus. » J'ai approché la tasse de ma bouche. J'ai fait semblant de prendre une gorgée, puis la sonnerie du four a retenti dans la cuisine. Béatrice a tourné la tête. Franck regardait son téléphone. J'ai basculé le bras, j'ai vidé la quasi-totalité du liquide ambré dans la terre du grand ficus, planté dans un pot en terre cuite, juste à côté du canapé. Le terreau a absorbé l'infusion en silence. J'ai reposé la tasse. Quand Béatrice s'est retournée,
J'ai essuyé mes lèvres avec le dos de ma main. J'ai joué l'assoupissement. 30 minutes plus tard, j'ai laissé Franck m'accompagner jusqu'à l'étage, en trébuchant sciemment sur la dernière marche. Le réveil du lendemain fut une révélation. J'ai ouvert les yeux, à 6 heures du matin. L'étau invisible qui broyait mes tempes depuis des mois avait disparu. Mon esprit était net, vif, tranchant. Ma mémoire visuelle fonctionnait à nouveau parfaitement. Je me suis souvenu de l'avis de passage du facteur, du code de ma carte bleue, de la date d'anniversaire de ma mère. J'étais lucide. La conclusion était terrifiante de simplicité. On m'empoisonnait. Je suis restée au lit jusqu'à 8 heures. J'ai contrôlé ma respiration. Je devais masquer cette clarté retrouvée. C'était la seule façon de survivre à ce qui se préparait. Quand je suis descendue prendre mon petit déjeuner, j'ai laissé traîner mes pieds sur le carrelage. J'ai renversé un peu de lait à côté de mon bol. Béatrice m'a observée avec satisfaction. Elle pensait maîtriser la chimie de mon cerveau. Elle ignorait que je venais de reprendre le contrôle. Vers 10 heures, Franck est parti au bureau. Béatrice a emmené Léa à une séance de baby-gymnastique dans le centre-ville. J'avais 2 heures devant moi, j'ai enfilé un manteau long, j'ai pris un parapluie et je suis sortie par la porte de service. Je n'ai pas touché à ma voiture. J'ai marché d'un pas rapide sous la bruine pendant 20 minutes, jusqu'à un laboratoire d'analyses médicales indépendant. Je voulais éviter l'établissement où nous allions d'habitude. J'ai patienté dans une salle d'attente aux chaises en plastique bleu. Une infirmière m'a reçue. Je lui ai expliqué que je souhaitais réaliser une analyse toxicologique sur mes cheveux. Une recherche de soumission chimique, ai-je précisé d'une voix neutre. Le biologiste de garde est venu en personne. Il m'a posé quelques questions. Il a prélevé une épaisse mèche de cheveux à l'arrière de mon crâne, au ras de la racine. Les cheveux gardent la trace chronologique exacte des substances ingérées. Il m'a averti que les résultats prendraient environ 15 jours. J'ai réglé la somme de 180 € en espèces. Je ne voulais laisser aucune trace sur notre compte bancaire commun. J'ai glissé le reçu dans la poche intérieure de mon manteau. En sortant du laboratoire, je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai pris un taxi pour me rendre au cabinet de Maître Lemaire. C'était un avocat spécialisé en droit du patrimoine qui avait géré la succession de mon père. Son bureau sentait la cire d'abeille et le papier ancien. Il m'a écouté sans m'interrompre pendant une demi-heure. Je lui ai décrit les vertiges, les retraits d'argent falsifiés, la présence étouffante de Béatrice et le fait que Franck ne m'aidait pas. Maître Lemaire a croisé les mains sur son sous-main en cuir. Son visage était grave. « Élise » a-t-il commencé lentement, « votre maison est un bien propre. La loi française est absolue sur ce point. Votre mari n'a aucun droit de gestion ou de vente sur ce bien, même en cas de divorce. Il n'a aucun pouvoir sur votre patrimoine personnel. » J'ai hoché la tête. J'ai attendu la suite. « Il n'y a qu'une seule exception légale, » a-t-il poursuivi, « si vous êtes déclaré incapable de pourvoir à vos propres intérêts. Si un juge des contentieux de la protection prononce une mise sous tutelle ou sous curatelle renforcée, il nomme un mandataire. Très souvent, ce mandataire est le conjoint. Si votre mari devient votre tuteur légal, il prend le contrôle total de la maison, de vos comptes, et indirectement, il s'assure la garde exclusive de votre fille en cas de séparation. Les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une brutalité inouïe. Pour obtenir cette mesure, a ajouté l'avocat, ils doivent prouver l'altération de vos facultés mentales. Il leur faut des témoignages de votre entourage, des preuves de votre inaptitude à gérer vos finances, comme ces retraits injustifiés, et surtout un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin expert, inscrit sur la liste du procureur de la République. J'avais ma réponse. Mon mari et sa mère ne cherchaient pas à m'aider. Ils construisaient méticuleusement un dossier psychiatrique et financier pour me dépouiller légalement de ma fille et de la maison de mon père. Ils utilisaient mon silence et ma fatigue artificielle comme arme principale. « Je vous conseille de quitter le domicile », a dit Maître Lemaire. « Non », ai-je répondu sèchement. « Si je pars maintenant, avec Léa, j'aggrave mon cas. Ils diront que j'ai fait une crise de paranoïa. J'ai besoin de preuves irréfutables. » J'ai quitté le cabinet avec une consigne claire de sa part. Ne rien signer. Collecter tous les documents possibles. Et surtout, continuer à jouer l'épouse malade. Je suis rentrée à la maison 30 minutes avant le retour de Béatrice et de ma fille. J'ai enlevé mon manteau humide.
J'ai enfilé un vieux gilet informe. Je me suis assise dans le fauteuil du salon, le regard vide, fixant la télévision éteinte. Le soir même, Franck est rentré du travail plus tôt que d'habitude. Il portait son costume gris sombre. Il s'est assis sur la table basse, face à moi, pendant que Béatrice se tenait debout derrière lui, les mains posées sur le dossier de mon fauteuil. La scène ressemblait à une mise en abîme de mon propre emprisonnement. « Élise », a commencé Franck avec une voix pleine de fausse douceur. « Nous sommes très inquiets, tes pertes de mémoire empirent. L'incident avec l'argent la semaine dernière, nous ne pouvons pas continuer ainsi. » J'ai laissé ma tête basculer légèrement sur le côté. J'ai cligné des yeux, feignant la confusion. « Et je mets de fond, j'ai pris rendez-vous pour toi avec un spécialiste, » a-t-il continué. « Un psychiatre réputé. Il travaille pour les tribunaux. Il saura exactement comment évaluer ton état. Il viendra ici, à la maison, vendredi prochain. C'est pour ton bien, mon amour. » Le fameux médecin expert. L'étape obligatoire pour la mise sous tutelle. Maître le maire m'avait prévenu. J'ai simplement baissé les yeux sur mes genoux. « D'accord, » ai-je murmuré d'une voix faible. « Si vous pensez que c'est nécessaire. » Béatrice a pressé mon épaule. Ses doigts pointus s'enfonçaient dans ma chair à travers la laine de mon gilet. « C'est une excellente décision, » a-t-elle validé. « Il faut savoir se reposer quand la tête ne suit plus. » Les jours suivants, j'ai perfectionné mon rôle. Je versais mon thé nocturne dans le ficus avec une précision d'horloger. La plante accusait le coup. Ses grandes feuilles commençaient à jaunir. Les bords se recroquevillaient. La preuve botanique de la toxicité du breuvage s'exposait dans notre propre salon, mais ni Franck ni Béatrice n'y prêtaient attention. Ils étaient trop concentrés sur leur objectif. Béatrice devenait imprudente. Elle passait de longs moments à l'étage pendant que je simulais des siestes dans ma chambre. J'entendais le grincement discret du parquet dans le couloir. Un après-midi, j'ai entrouvert ma porte de quelques centimètres. Je l'ai vue se tenir devant la chambre scellée. Elle inspectait méticuleusement l'adhésif noir sur l'encadrement. Elle passait son ongle sur les bords pour s'assurer que le ruban adhérait parfaitement au bois. Cette précaution obsessionnelle n'avait aucun sens pour une simple suspicion de mérule. L'adhésif n'était pas là pour empêcher des spores toxiques de sortir. Il était posé comme un scellé. C'était un témoin d'effraction. Elle s'assurait que personne, et surtout pas moi, n'essayait d'y pénétrer à son insu. Cette chambre ne cachait pas de moisissures. Elle abritait le centre de commande de son complot. C'était là-dedans que se trouvaient les reçus, le ruban adhésif, peut-être même les cachets broyés. Je devais franchir cette porte. Mais je ne pouvais pas couper l'adhésif sous peine de donner l'alerte immédiatement. Dans mon atelier de restauration, je possédais des solvants spécifiques, des liquides capables de ramollir les colles industrielles sans détériorer les supports, puis de laisser la colle durcir à nouveau après évaporation. J'avais aussi des spatules extrêmement fines, de l'épaisseur d'une lame de rasoir, parfaites pour décoller une surface millimètre par millimètre. La serrure, quant à elle, était un modèle classique à goupilles. Rien qu'un kit de crochetage basique ne puisse vaincre, une technique que j'avais apprise des années plus tôt pour ouvrir les vieux secrétaires de l'atelier sans endommager les meubles anciens. J'ai attendu la nuit du jeudi au vendredi. Le rendez-vous avec le médecin expert était prévu le lendemain après-midi. Le temps jouait contre moi. Il était 00h30. La maison était plongée dans un silence absolu, seulement troublé par le bruit du vent dans les branches des chênes. Franck ronflait doucement à côté de moi. J'avais passé les 2 dernières heures couché sur le dos, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, à écouter le rythme de sa respiration. Je me suis glissée hors du lit. Je n'ai pas mis de chaussons. J'ai marché en chaussettes, off-mat sur les lattes du parquet que je savais silencieuses. J'ai récupéré ma trousse à outils en cuir dans le placard de l'entrée. Je suis montée à l'étage à pas de loup. Le couloir était plongé dans la pénombre. Je me suis agenouillée devant la porte de la chambre du fond. J'ai sorti une petite fiole d'acétone modifiée et un pinceau ultra fin. J'ai retenu mon souffle, prête à affronter le véritable visage de ma belle-mère. J'ai passé le pinceau imbibé de solvant sur les bords de l'adhésif noir. Le liquide chimique dégageait une très légère odeur d'amande amère. Le produit a agi en moins de 3 minutes. La colle industrielle a commencé à se ramollir. J'ai sorti ma spatule plate en métal. Dans mon atelier,
Je l'utilisais au quotidien pour décoller la feuille d'or extrêmement fine des cadres anciens, sans rayer la boiserie. Je l'ai glissé sous la bande adhésive, millimètre par millimètre. Je devais opérer en douceur pour ne pas déchirer ce plastique épais. L'adhésif s'est soulevé dans un très faible bruit de succion. Je l'ai rabattu doucement contre la peinture du mur. L'encadrement en bois massif était désormais dégagé. Ensuite, j'ai inséré le petit crochet métallique de mon kit dans le cylindre de la serrure. La maison dormait profondément. J'ai appliqué une légère tension avec l'entraîneur. J'ai fermé les yeux pour me concentrer exclusivement sur la sensibilité du bout de mes doigts. J'ai palpé les goupilles en laiton une à une. La première a cédé avec un frottement infime, puis la deuxième. Le mécanisme de cette porte était ancien et mal lubrifié. À la quatrième goupille, le barillet a tourné avec un claquement sec. J'ai poussé la porte de l'ancienne salle de couture. L'air à l'intérieur de la pièce était immobile, particulièrement sec et chargé de poussière. Aucune odeur d'humidité ne m'a saisi, aucune trace de champignons ou de bois pourri. Le mensonge dramatique de la mérule s'effondrait instantanément. J'ai allumé ma lampe torche. Le faisceau étroit a percé l'obscurité. Les vieux meubles stockés ici étaient tous recouverts de draps blancs. Au centre de la pièce, l'ancien bureau de notaire de mon père avait été soigneusement dégagé de sa housse. Je me suis approchée du plateau en chêne massif. Plusieurs objets étaient méticuleusement alignés sur le sous-main en cuir vert. Un pilulier en plastique transparent, comportant plusieurs compartiments. Une boîte entamée d'anxiolytiques, appartenant à la puissante famille des benzodiazépines. L'étiquette de la pharmacie portait le nom et le prénom de Béatrice. À côté des médicaments, je distinguais un grand registre à couverture noire. Et enfin, un vieux magnétophone à cassette, rectangulaire, doté d'un petit haut-parleur gris sur le dessus. J'ai posé ma lampe à plat sur le bois du bureau. J'ai ouvert le registre. Les pages cartonnées étaient entièrement noircies de colonnes tracées à la règle. Je lisais des dates, des montants, en euros, des lieux précis. C'était un faux livre de comptes. Chaque ligne détaillait minutieusement des retraits en espèces, aux distributeurs automatiques ou des achats superflus dans des boutiques de la région. Tout était consigné pour correspondre exactement à nos véritables relevés bancaires familiaux. Dans la marge droite, face à chaque fausse dépense, figurait ma signature. Une imitation extrêmement travaillée, répétée des dizaines de fois sur le papier. J'ai regardé le magnétophone. La touche de lecture était enfoncée, simplement bloquée sur la position pause. Mon index a frôlé le mécanisme. Le bouton de pause s'est libéré avec un cliquetis mécanique très net dans le silence de la nuit. À minuit, la porte scellée s'ouvrit et le vieux magnétophone se mit à jouer. La voix de Béatrice s'est élevée dans la pièce, légèrement distordue par la bande magnétique. Mon nom résonnait près du registre plein de retraits que je n'avais jamais fait. Élise, non. La boucle du E doit être beaucoup plus écrasée. Elle signe toujours dans la précipitation. Reprenons la ligne du 12 mars. J'allais appuyer sur la touche d'arrêt quand un bruit sec a glacé l'air ambiant. Le grincement très spécifique de la 3e marche de l'escalier en bois. Quelqu'un montait à l'étage. Puis, des frottements lents ont résonné sur le parquet du couloir. J'ai figé mon geste au-dessus de l'appareil. La cassette continuait de tourner à un volume assez faible. Un demi-comprimé broyé dans le miel, reprenait la voix enregistrée. Pas plus, sinon les fortes nausées la réveilleront pendant la nuit. Les pas se sont rapprochés. La respiration lourde de Béatrice était perceptible à travers la fine cloison de plâtre. Puis, ses pas s'arrêtèrent derrière moi, juste derrière la porte de la chambre. Elle se tenait immobile, à 30 centimètres de mon visage. Je n'ai pas bougé un seul muscle. J'ai bloqué l'air tout au fond de mes poumons. Si elle appuyait sur la poignée en laiton, la porte céderait immédiatement sous son poids. Le magnétophone émettait un souffle de fond continu. Je fixai la serrure dans l'ombre. 1 minute entière s'est écoulée. 1 minute de paralysie absolue. Ensuite, la clenche de la salle de bain voisine a grincé. L'eau du robinet a coulé brièvement. Béatrice s'était simplement levée pour aller aux toilettes. J'ai attendu qu'elle regagne sa chambre et que sa propre porte claque doucement pour relâcher enfin mon expiration. J'ai immédiatement stoppé la lecture de la cassette.
J'ai fouillé et trouvé une paire d'écouteurs filaires dans le tiroir central du bureau. Je l'ai branché sur la prise latérale du magnétophone. J'ai rembobiné la bande de quelques minutes en maintenant le bouton, puis j'ai repris l'écoute dans le secret total. Béatrice ne s'enregistrait pas par hasard. Ce dictaphone obsolète était son outil de mémorisation. Elle écoutait ses propres instructions vocales pour affiner son plan à la perfection et corriger ses essais d'imitation d'écriture. Mardi 18, dictait sa voix nasillarde. 800 € au distributeur de la place des Halles. Franck doit absolument laisser le reçu bancaire froissé dans la poche du manteau d'Élise. Un blanc sonore de quelques secondes a suivi. Vendredi, augmentez très légèrement le sédatif. Elle pose trop de questions le matin. Franck doit se montrer plus accablé par ses pertes de mémoire devant la petite Léa. Il doit préparer le terrain avant la venue du médecin. La trahison prenait sa forme définitive. Franck ne subissait strictement aucune emprise maternelle. Il n'était pas aveugle ni naïf. Il exécutait scrupuleusement les consignes de sa mère. Il retirait l'argent en liquide, cachait les preuves dans mes vêtements et jouait le mari désemparé sur commande. Il sacrifiait consciemment ma santé neurologique. J'ai rouvert le grand registre noir. J'ai étudié la construction chirurgicale de leur fraude comptable. Béatrice et Franck organisaient de toutes pièces ma propre banqueroute. Les retraits en espèces mentionnés étaient bien réels. Franck vidait méthodiquement notre compte commun au guichet, et Béatrice conservait probablement les billets de banque à son propre domicile. Ensemble, ils créaient l'illusion parfaite d'une hémorragie financière chaotique. Je devais passer pour une femme défaillante, dilapidant l'argent du ménage sans en garder le moindre souvenir. Ce registre n'était pas destiné à demeurer caché indéfiniment. Il devait être découvert exactement au moment opportun. Il devait atterrir sur le bureau du juge des contentieux de la protection. Il constituerait la preuve matérielle irréfutable de mon inaptitude totale à gérer un budget. Associé au vertige et aux graves confusions créées par les médicaments, ce faux livre de compte justifierait ma mise sous tutelle renforcée. La justice me retirerait rapidement mes cartes bancaires, bloquerait mes accès à mes propres fonds et transférerait la gestion exclusive de mon patrimoine immobilier à Franck. J'ai tiré le tiroir inférieur du bureau. Le bois massif résistait légèrement. J'ai forcé avec grande précaution en maintenant le meuble pour éviter le moindre grincement. À l'intérieur, sous une chemise cartonnée remplie de faux devis de traitement de toiture, se trouvait un lourd dossier. La couverture beige portait une grande étiquette adhésive. Un nom était imprimé à la machine à écrire. Claire Vautier, procédure. C'était le nom de jeune fille de la première épouse de mon mari. Franck avait été marié à 25 ans, de nombreuses années avant notre rencontre. Il évoquait cette période lointaine, avec un regard fuyant et une tristesse très mesurée. Selon sa version constante, Claire était une femme extrêmement fragile, mentalement instable. Elle l'avait quitté subitement du jour au lendemain, laissant sur la table de leur appartement une lettre de rupture totalement décousue. Il affirmait n'avoir jamais cherché à la revoir. J'ai ouvert le dossier beige à la lueur blafarde de ma petite lampe torche. Les premières pages contenaient d'anciens relevés de comptes bancaires datant d'il y a 9 ans. Les mêmes lignes dépensières étaient surlignées au marqueur fluo jaune. Des retraits injustifiés, des dépenses illogiques, la mécanique exacte du registre noir actuel. Ensuite, j'ai trouvé un formulaire administratif bleu à en-tête de la préfecture. Un certificat médical circonstancié. La signature au bas de la page appartenait à un médecin psychiatre expert de la cour d'appel. Le motif de la demande était rédigé en grandes lettres majuscules. Demande de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, anciennement hospitalisation d'office. Le tiers demandeur, désigné en toutes lettres sur le formulaire administratif, n'était autre que Béatrice. J'ai fait défiler les feuillets avec la régularité d'un métronome. L'histoire véritable se reconstituait sous l'action de mes doigts. Les attestations sur l'honneur signées par Franck décrivaient en détail les violentes crises de paranoïa de sa première femme. Les témoignages écrits de Béatrice appuyaient ses dires avec un vocabulaire clinique effrayant. Plus loin, j'ai trouvé la fameuse lettre d'aveu de Claire.
Le texte manuscrit confessait son inaptitude chronique à mener une vie d'adulte responsable. En confrontant les boucles hésitantes de cette lettre avec les exercices de fausse signature du registre noir qui se trouvait devant moi, la supercherie crevait les yeux. Cette pathétique lettre de rupture avait été intégralement fabriquée par ma belle-mère. Le jugement définitif clôturait ce dossier de procédure. Le tribunal d'instance de l'époque avait prononcé avec fermeté la curatelle renforcée de Claire, nommant officiellement Franck comme son curateur légal. Dans la foulée de cette décision, une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal avait été validée par un juge aux affaires familiales. Franck avait ainsi pu récupérer sans le moindre obstacle l'intégralité des parts de la société civile immobilière qu'ils possédaient jadis en commun. Claire, elle, avait été placée en urgence dans une lointaine clinique de repos du centre de la France. Elle n'était jamais partie de son plein gré. Elle avait été droguée aux anxiolytiques, effacée du monde légal, puis internée en douceur. C'était le plan de remplacement, la sinistre tradition familiale, une méthode juridique et chimique redoutable que le fils et la mère appliquaient systématiquement pour vampiriser le patrimoine d'une épouse. La lucrative SCI de Claire, il y a 9 ans. Ma grande meulière évaluée au titre de bien propre aujourd'hui. L'objectif ultime n'était pas seulement financier ou immobilier. Il s'agissait d'obtenir le titre de tuteur légal pour me priver de mes droits maternels et confier la garde exclusive de Léa à la famille de Franck. Béatrice conservait précieusement ce dossier administratif comme un véritable manuel opératoire. Elle recyclait la méthode psychiatrique sans en changer une seule virgule. L'administration de puissants sédatifs dans l'alimentation du soir. Les faux retraits en espèces au guichet. Le médecin expert manipulé par des témoignages concordants. Le mari faussement larmoyant devant les autorités compétentes. Il faut savoir se reposer quand la tête ne suit plus. Cette petite phrase obsédante n'était pas une simple réflexion condescendante de belle-mère. C'était leur arrêt de mort civile. Une formule toxique, prononcée pour asseoir leur domination temporelle avant l'exécution légale du plan. J'ai consulté l'écran rétroéclairé de ma montre. Il était 1h40 du matin passé. Le temps jouait cruellement contre moi. Le rendez-vous officiel avec le psychiatre mandaté par la justice était fixé au lendemain, à 14h précises. Je connaissais désormais exactement le rôle humiliant qu'ils attendèrent de moi. Je devais incarner une femme hagarde, confuse, trébuchant sur les mots les plus simples et incapable de justifier les prétendues disparitions d'argent. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche. J'ai désactivé le flash de l'appareil photo. J'ai photographié consciencieusement chaque page du registre noir. J'ai capturé chaque fausse ligne de compte avec une netteté absolue, chaque ordonnance de benzodiazépine frauduleusement détournée. J'ai pris près de 50 clichés en haute définition du dossier médical et juridique de l'infortunée Claire, sans oublier de cadrer le moindre tampon de préfecture et la moindre signature officielle. Ensuite, j'ai débranché les écouteurs du magnétophone. J'ai ouvert l'application dictaphone de mon téléphone. J'ai collé le petit microphone de mon appareil directement contre le haut-parleur gris de la machine de Béatrice. J'ai relancé la lecture du ruban magnétique à un volume quasiment imperceptible. J'ai enregistré numériquement la totalité de la bande. 30 minutes ininterrompues de preuves sonores éclatantes. Les froides instructions de dosage chimique, les inlassables répétitions de faux en écriture. Le complot exposé dans sa forme la plus pure et la plus destructrice. Quand le ruban a atteint la butée de fin, j'ai refermé avec douceur le tiroir du vieux bureau. J'ai repositionné le lourd dossier de Claire sous les fausses factures de toiture. J'ai replacé le grand registre noir à son emplacement exact, parfaitement aligné au millimètre près, avec le bord supérieur du sous-main en cuir vert. J'ai remis le pilulier et la boîte de cachet dans la même orientation. Je n'ai laissé strictement aucune trace visible de mon passage nocturne. Je suis ressortie de la pièce à reculons. J'ai essuyé la poignée intérieure avec la manche en laine de mon gilet. J'ai refermé la porte sans faire le moindre bruit de battant. J'ai inséré de nouveau mon petit crochet métallique et j'ai reverrouillé le cylindre à goupilles d'un geste sec. Ensuite, j'ai replacé la large bande adhésive noire sur l'encadrement en bois.
Grâce à l'action prolongée du solvant spécifique de mon atelier de restauration, la colle industrielle n'avait pas complètement séché. En appliquant de longues et fermes pressions avec la paume de ma main, le ruban plastique a épousé parfaitement les moindres aspérités de la peinture murale. Dans 1 heure au maximum, les vapeurs résiduelles de solvant seraient totalement évaporées dans l'air ambiant. Le scellé de protection retrouverait toute sa rigidité d'origine. Béatrice viendrait inspecter l'adhésif au petit matin et ne décèlerait strictement aucune anomalie de surface. Je suis retournée dans ma chambre. Je me suis glissée avec de grandes précautions sous la couette épaisse. Franck dormait toujours profondément, le visage tourné vers la grande fenêtre. La chaleur de son torse contre mon flanc m'a provoqué un violent dégoût physique. J'ai réprimé sévèrement le moindre tressaillement nerveux de mes muscles. Je suis restée totalement immobile, le dos raide, fixant les contours sombres de l'armoire dans la pénombre de la chambre. Le piège patrimonial qu'ils avaient si méthodiquement construit était d'une précision redoutable. Il utilisait avec cynisme les rouages de la justice, censés protéger l'enfance et les majeurs vulnérables. Ce mécanisme broyeur ne nécessitait plus qu'un seul et unique élément pour se refermer définitivement sur ma vie et celle de ma fille, mon propre abandon. Les heures qui ont précédé l'aube m'ont paru interminables. Je n'ai pas fermé l'œil. J'ai repassé mentalement chaque étape de l'interrogatoire médical qui m'attendait. Je savais que l'expert psychiatre arriverait avec un formulaire pré-rempli. Il poserait des questions très simples d'orientation spatio-temporelle. Quelle est la date du jour ? Quel est le nom du Premier ministre ? Des questions cliniques basiques, conçues pour évaluer la gravité de la démence ou l'étendue de l'altération des facultés. Dans leur plan, Béatrice me servirait une infusion lourdement dosée vers midi, sous l'hypocrite prétexte d'apaiser ma grande angoisse face à cet examen. Je devais simuler l'ingestion du breuvage, tituber jusqu'au canapé de velours et attendre docilement l'arrivée du médecin. Dans moins de 10 heures, ce praticien assermenté franchirait le seuil de cette grande maison. Mon mari et ma belle-mère étaient intimement convaincus que cette expertise médicale officielle serait l'acte final de ma reddition civile. Ils allèrent s'asseoir dans le salon, revêtir leurs visages d'aidants familiaux épuisés par le chagrin, et me regarder sombrer devant l'autorité médicale. Ils se trompaient lourdement. L'emprise chimique sur mon cerveau était totalement rompue. Mon téléphone portable, chargé à bloc de preuves pénales inattaquables, reposait en sécurité sous mon oreiller. Le dossier complet d'analyse toxicologique approfondie de mes propres cheveux suivait tranquillement son cours au laboratoire indépendant. Maître Lemaire attendait mes prochaines instructions légales. Je n'allais pas du tout tenter de fuir cette redoutable expertise. Bien au contraire, j'allais m'en servir comme d'une arme de destruction massive, en plein cœur de leur propre dispositif juridique. Le vendredi matin a débuté avec une atmosphère de veillée funèbre. Franck marchait sur la pointe des pieds dans la cuisine. Béatrice avait enfilé un chemisier en soie bleu marine, la tenue sobre et sérieuse qu'elle réservait aux rendez-vous administratifs importants. Je suis descendue vers 10 heures, vêtue d'un grand gilet en laine grise, les cheveux attachés sans aucun soin. J'ai pris place sur mon fauteuil de velours. Je n'ai pas prononcé un seul mot pendant plus d'1 heure. À midi, Béatrice est entrée dans le salon avec un plateau en argent. Elle y avait posé ma tasse en céramique fumante et une petite assiette de biscuits. « Bois ceci, Élise », m'a-t-elle recommandé avec un ton feutré. « L'expert va arriver dans moins de 2 heures. Tu es très tendue. Cette infusion va détendre tes nerfs avant l'évaluation. » Le dosage devait être maximal. Ils avaient besoin que je sois un véritable légume médical pour le docteur. Sous mon ample gilet de laine, j'avais dissimulé une petite gourde plate en plastique souple, dévissée. J'ai pris la tasse de mes 2 mains tremblantes. J'ai porté le rebord à mes lèvres, puis j'ai simulé une quinte de toux. En me penchant en avant, caché par l'épaisseur de mon vêtement, j'ai versé l'intégralité du liquide ambré dans le goulot de la gourde. J'ai reposé la tasse vide sur le plateau avec un long soupir. Béatrice a récupéré la vaisselle avec un léger rictus de satisfaction. 20 minutes plus tard, j'ai laissé ma tête basculer en arrière contre le dossier du fauteuil. J'ai fermé les yeux à demi. Mon corps est devenu mou. Franck s'est approché de sa mère près de la cheminée.
Il parlait à voix basse, persuadé que les benzodiazépines avaient anesthésié mon audition. J'ai regroupé les relevés bancaires du compte joint dans une pochette, a murmuré Franck. J'ai surligné les 7 retraits de la semaine dernière. Très bien, a répondu Béatrice. Laisse-moi mener la conversation avec le praticien. Je connais parfaitement la procédure et le vocabulaire à employer. Tu dois simplement adopter la posture du mari épuisé qui n'arrive plus à joindre les deux bouts à cause de sa maladie. S'il te demande si elle s'occupe encore de la petite, tu dis non. À 13h45, la sonnerie du portail extérieur a retenti. Franck est allé ouvrir. Ce n'était pas le médecin expert. Des pas lourds ont résonné dans le vestibule. Franck est revenu dans l'encadrement de la porte du salon, le visage décomposé. Il était suivi par Maître Lemaire. L'avocat portait une longue robe noire de cour repliée sur son avant-bras et tenait une épaisse mallette en cuir. « Élise », a balbutié Franck en se tournant vers moi. « Que fait ton avocat ici ?» J'ai ouvert lentement les paupières. J'ai gardé mon intonation de femme épuisée. Je l'ai invité. La loi m'autorise à être assistée par mon conseil lors d'une expertise visant à restreindre mes droits civiques. C'est le code de la santé publique. Béatrice s'est figée, la main posée sur son collier de perles. Elle s'est tournée vers Maître Lemaire, cherchant une faille. « Agita, maître !» a-t-elle articulé froidement. « Ma belle-fille n'est pas dans un état de lucidité lui permettant de requérir vos services aujourd'hui. L'expert va vous demander de quitter la pièce pour des raisons de confidentialité médicale. Je crains que vous ne maîtrisiez pas totalement le droit des majeurs protégés, madame, » a répliqué l'avocat en s'asseyant confortablement sur le canapé opposé. Je resterai présent durant toute la durée de l'entretien. À 14h précises, la sonnette a de nouveau retenti. Le docteur Morvan est entré. C'était un homme d'une 60aine d'années, très grand, au profil austère. Il était inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel, le seul habilité par le procureur de la République pour rédiger le certificat médical circonstancié exigé par le juge des contentieux de la protection. Il a salué tout le monde, a ouvert sa sacoche et a sorti un bloc-notes ainsi qu'un formulaire CERFA. Il a évalué la présence de Maître Lemaire d'un simple hochement de tête professionnel. « Eh bien », a commencé le psychiatre en me fixant par-dessus ses lunettes. « Madame, c'est votre époux qui a sollicité cette évaluation, appuyée par votre belle-mère ici présente. Ils me décrivent des pertes de mémoire sévères, des actes déraisonnables sur le plan financier et une grande confusion quotidienne. Nous allons procéder à quelques tests. » Il a croisé les jambes. « Pour commencer, pourriez-vous m'indiquer la date d'aujourd'hui, le nom du Premier ministre actuel et la ville dans laquelle nous nous trouvons ?» Franck a pris une mine compatissante. Il a avancé sa main pour caresser mon genou. « Docteur, elle a beaucoup de mal aujourd'hui, » a-t-il soufflé. Ses crises ne s'aggravent que particulièrement l'après-midi. J'ai repoussé la main de mon mari. Je me suis redressée. Ma colonne vertébrale s'est alignée contre le dossier. J'ai posé mes pieds bien à plat sur le parquet. Toute la léthargie de mon corps s'est évaporée en une fraction de seconde. Mon regard, jusqu'alors vitreux, s'est planté directement dans celui de l'expert. « Nous sommes le vendredi 22 novembre, docteur Morvan », ai-je déclaré d'une voix forte, parfaitement articulée. Le Premier ministre est monsieur Michel Barnier. Nous sommes à Rambouillet, dans une meulière historique. Et pour être tout à fait précise sur le plan juridique, cette bâtisse est un bien propre qui m'appartient en exclusivité depuis le décès de mon père. Le silence a envahi la pièce. Le stylo du médecin est resté suspendu au-dessus de son carnet. Béatrice a froncé les sourcils, soudainement mal à l'aise. « Très bien », a repris le praticien, légèrement surpris par ma vivacité. « Nous allons évaluer vos capacités cognitives. Pouvez-vous soustraire le chiffre 7 à partir de 100 de manière consécutive ? 93, 86, 79, 72, 65, 58, 51. Souhaitez-vous que je poursuive jusqu'à 0 ou devons-nous aborder le cœur du problème ? » Le docteur Morvan a posé son stylo. Il a regardé Franck, puis Béatrice, avant de revenir vers moi. « Votre entourage a mis à ma disposition des relevés bancaires, » a-t-il continué en désignant la pochette jaune sur la table basse. « Ils indiquent des retraits en espèces totalement erratiques.
3 000 € évaporés en moins de 2 semaines. Avez-vous une explication ? C'était l'instant exact. J'ai glissé la main dans la poche de mon gilet. J'ai sorti mon téléphone portable. Je l'ai déverrouillé et j'ai ouvert l'album photo. Maître Lemaire a simultanément sorti une série de tirages papier de sa mallette pour les étaler sur la table basse, juste devant le formulaire officiel du médecin. « Les retraits sont réels, docteur », ai-je expliqué calmement. Mais ce n'est pas moi qui me suis rendu au distributeur automatique de la place des Halles. Mon époux effectue ses opérations avec notre carte commune. Ensuite, ma belle-mère consigne méticuleusement ses montants dans un faux registre comptable afin de créer la preuve matérielle de mon irresponsabilité financière. J'ai poussé les photographies haute définition du grand registre noir sous les yeux du psychiatre. Regardez la colonne de droite, docteur. Vous y verrez des dizaines de tentatives d'imitation de ma signature, des ratures, des boucles de la lettre E qui s'affinent page après page. Béatrice s'est levée d'un bond. Son chemisier de soie s'est froissé. « C'est un pur délire de persécution », a-t-elle clamé avec un calme forcé. Elle inverse la réalité. « Docteur, ce registre, c'est elle qui l'a fabriqué dans un état de démence paranoïaque. C'est typique de sa pathologie. Elle nous accuse de ses propres fautes. » Je n'ai pas répondu à son intervention. J'ai simplement posé mon doigt sur l'écran de mon téléphone. J'ai lancé le fichier audio enregistré la nuit précédente en poussant le volume au maximum. Le petit haut-parleur de mon appareil a diffusé le cliquetis du magnétophone, suivi immédiatement par la voix nasillarde et directive de ma belle-mère. La qualité sonore, capturée dans le silence de la nuit, était excellente. « Élise, non. La boucle du E doit être beaucoup plus écrasée. Elle signe toujours dans la précipitation. Reprenons la ligne du 12 mars. Le docteur Morvan a tressailli sur son siège. Franck a blêmi d'un seul coup. Ses épaules se sont affaissées. L'enregistrement a continué de tourner implacablement. Mardi 18. 800 € au distributeur de la place des Halles. Franck doit absolument laisser le reçu bancaire froissé dans la poche du manteau d'Élise. Le mécanisme interne de la manipulation résonnait dans le salon familial. J'ai laissé un blanc sonore s'installer sur la bande, puis la voix de Béatrice est revenue, glaciale et méthodique. Un demi-comprimé broyé dans le miel. Pas plus, sinon les fortes nausées la réveilleront pendant la nuit. Vendredi, augmentez très légèrement le sédatif. Franck doit se montrer plus accablé par ses pertes de mémoire devant la petite Léa. Il doit préparer le terrain avant la venue du médecin. J'ai appuyé sur le bouton pause. Le silence qui a suivi était total, chargé d'une tension électrique. Franck fixait le parquet, incapable de relever la tête. Béatrice avait la bouche légèrement entr'ouverte, les yeux braqués sur mon téléphone, comme s'il s'agissait d'un engin explosif. Le docteur Morvan a reculé sur son siège. Son visage, jusqu'ici neutre, exprimait une sévère colère professionnelle. Il venait de comprendre la nature du guet-apens. Vous administrez des psychotropes à votre belle-fille, à son insu ? A-t-il lâché d'une voix blanche. Docteur, balbutiait Franck, ce n'est pas ce que vous croyez. Elle est vraiment malade. Ma mère essayait seulement de m'interner chimiquement pour que le juge vous nomme tuteur de mes biens. Ai-je tranché net. J'ai posé une dernière série de photographies sur la table basse, la chemise beige, l'étiquette au nom de l'ancienne épouse de mon mari, les vieux relevés bancaires surlignés. C'est le dossier administratif de Madame Claire Vautier, ai-je détaillé au psychiatre en pointant le document officiel. Première épouse de mon mari. Il y a 9 ans, Madame a utilisé très exactement le même mode opératoire, le même vocabulaire et les mêmes fautes en écriture. À l'époque, son stratagème avait fonctionné. Le médecin expert avait été trompé, Claire a été placée sous curatelle renforcée, Franck est devenu son représentant légal et il a absorbé la totalité des parts de leur société civile immobilière avant de la faire interner en maison de repos. Le docteur Morvan a pris les photos du dossier de Claire. Il a examiné la signature du confrère qui avait rédigé le document il y a 9 ans. Il a refermé son formulaire CERFA. Il a rangé son stylo avec des gestes mécaniques. « Madame, monsieur », a déclaré le médecin en s'adressant exclusivement à Franck et Béatrice. « Je suis un expert inscrit auprès des tribunaux. Dans le cadre de mes fonctions, l'article 40 du Code de procédure pénale
m'oblige à signaler au procureur de la République tout crime ou délit dont j'ai connaissance. Il a fermé les attaches en laiton de sa sacoche. Ce que je viens d'entendre relève de l'administration de substances nuisibles avec préméditation, qui est une qualification criminelle en France, a-t-il asséné fermement. Et le fait de vouloir utiliser mon expertise pour tromper la vigilance du juge des contentieux de la protection s'appelle une tentative d'escroquerie au jugement. Mon rapport officiel à destination du magistrat relatera l'intégralité de cette scène. Béatrice a perdu son aplomb, son masque de grande bourgeoise s'est fracturé. « Vous n'avez pas le droit !» a-t-elle sifflé en pointant un doigt tremblant vers moi. « Cet enregistrement est totalement illégal. Il a été obtenu à mon insu, aucun tribunal ne l'acceptera. » Maître Lemaire a toussé discrètement dans son poing. « Et c'est exact au civil, madame », a précisé l'avocat avec une courtoisie glaciale. « Mais en matière pénale, la preuve est libre. Le juge d'instruction acceptera parfaitement cet enregistrement pour caractériser l'empoisonnement de ma cliente. D'autant plus que j'ai pris soin de déposer ce matin même une demande d'analyse toxicologique capillaire auprès d'un laboratoire certifié. Le reçu des 180 € réglés par ma cliente est annexé à la plainte pour soumission chimique qui partira ce soir au parquet. Béatrice s'est tournée vers son fils, cherchant un appui. Franck s'était recroquevillé dans le canapé. Il ne la regardait plus. Le bouclier juridique, qu'il pensait si solide, venait de se retourner pour les écraser. Sans le certificat de carence du psychiatre, aucune tutelle n'était possible. Sans tutelle, mon patrimoine restait intact et inaccessible. Et avec l'article 40 déclenché par un expert judiciaire en personne, la police allait ouvrir une enquête minutieuse sur les comptes bancaires de Béatrice, sur les prescriptions frauduleuses d'anxiolytiques et immanquablement fouiller dans l'internement douteux de la première épouse. Béatrice m'a fixée. Elle a tenté une dernière parade, un ultime reflet de son autorité brisée. « Élise », a-t-elle murmuré d'une voix qui se voulait raisonnable. « Nous avons fait tout cela pour protéger l'avenir de Léa. Tu ne te rends pas compte de tes propres défaillances. Tu es très fatiguée. » Je me suis levée lentement. Je dominais à présent la pièce. J'ai ramassé ma tasse de céramique vide et le plateau en argent. Je suis en parfaite santé, Béatrice, mais pour ce qui est de vos propres capacités cognitives et de la garde à vue qui vous attend très prochainement, j'ai posé le plateau sur la grande table de la salle à manger et je me suis tournée vers elle, en scandant chaque mot avec une articulation millimétrée. Il faut savoir se reposer quand la tête ne suit plus. Le docteur Morvan a quitté la maison sans ajouter un mot. Le claquement lourd de la porte d'entrée a résonné dans le vestibule. Maître Lemaire est resté debout dans le salon, les mains croisées derrière le dos. Il s'assurait que la séparation physique soit immédiate et définitive. Franck s'est levé du canapé. Ses mains tremblèrent légèrement. Il a fait un pas maladroit vers moi. L'arrogance du mari en pleine santé venait de s'évaporer. Il portait soudain le masque pitoyable du petit garçon pris en faute. « Élise, je te jure que je ne voulais pas aller jusqu'à l'internement, » a-t-il bafouillé. « C'est ma mère. Elle m'a convaincue que tu devenais dangereuse pour l'équilibre de Léa. Je voulais juste te protéger. » Je n'ai ressenti aucune colère. Aucune pitié non plus. J'ai simplement marché jusqu'au grand placard de l'entrée. J'ai sorti son lourd manteau d'hiver. Je l'ai jeté sur le carrelage, juste devant ses chaussures. Tu as exactement 48 heures pour organiser le déménagement de tes affaires personnelles. Ai-je répondu d'une voix monocorde. L'enlèvement devra se faire en présence d'un commissaire de justice. En attendant, tu quittes mon domicile sur le champ. Béatrice n'a pas plaidé. Son instinct de survie sociale prenait le dessus. Elle a lissé le devant de son chemisier en soie avec des gestes rigides. Elle a attrapé son sac à main en cuir. Elle refusait catégoriquement de croiser mon regard. Elle calculait déjà les conséquences dévastatrices. Elle visualisait les perquisitions matinales, les convocations au commissariat local, la honte publique au sein de son cercle bourgeois de province. Elle a tourné les talons la première. Elle a fui la scène de son propre désastre. Franck l'a suivie, la tête rentrée dans les épaules. Le lundi suivant, Maître Lemaire a déposé ma requête en divorce pour faute sur le bureau du juge aux affaires familiales. La procédure de mise sous tutelle était anéantie. Le tribunal a pris des mesures d'urgence. J'ai obtenu la jouissance exclusive de mon bien propre sans la moindre discussion.
Le magistrat a également fixé la résidence habituelle de ma fille à mon domicile, avec des droits de visite extrêmement restreints pour son père. Les résultats de l'analyse capillaire sont arrivés 2 semaines plus tard. Le rapport du laboratoire certifié était accablant. La matrice de mes cheveux contenait des traces massives et régulières de bromazépam. La courbe de toxicité correspondait parfaitement à la période de cohabitation avec ma belle-mère. Le procureur de la République n'a pas classé l'affaire. Il a ouvert une information judiciaire. Un juge d'instruction a été formellement désigné. Les policiers ont perquisitionné la grande bâtisse de Béatrice un mardi à l'aube. Ils ont saisi le registre noir à couverture cartonnée, le vieux magnétophone et le lourd dossier médical de la première épouse. Le système de défense de ma belle-mère s'est fracturé dès les premières heures de sa garde à vue. Elle a tenté de rejeter l'entière responsabilité des falsifications bancaires sur son fils. Franck, entendu simultanément dans une autre cellule, a accusé sa mère de l'avoir entièrement manipulée par emprise psychologique. La belle unité familiale s'est dissoute dans la terreur de la justice pénale. Le parquet a immédiatement ordonné la réouverture du dossier de Claire Vauthier. Le mandat de curatelle exercé par Franck a été suspendu par précaution. Les enquêteurs ont saisi les registres de la clinique de repos isolée où l'ancienne épouse croupissait depuis 9 années. Le mécanisme de siphonnage de leur société civile immobilière allait être disséqué par les experts financiers de la brigade de répression de la délinquance astucieuse. Leur plan de remplacement allait finalement leur coûter leur liberté. J'ai réinvesti ma maison le premier week-end de décembre. J'ai commencé mon grand nettoyage par la chambre du premier étage. J'ai arraché l'adhésif noir de l'encadrement en bois massif. J'ai roulé la longue bande de plastique en boule. Je l'ai jetée au fond d'un grand sac poubelle. J'ai ouvert la lucarne en grand pour laisser le vent glacial chasser l'air vicié et la poussière de la pièce. Ensuite, je suis descendue dans le salon. J'ai saisi le lourd pot en terre cuite du ficus. La plante était quasiment morte, les feuilles totalement carbonisées par les litres d'infusion médicamenteuse. J'ai jeté le végétal et la terre empoisonnée dans des sacs gravats. J'ai nettoyé la céramique à l'eau bouillante et au savon noir. L'odeur d'amertume a disparu de mes murs. Ma vie a repris son cours naturel. Mes journées étaient de nouveau rythmées par les sorties d'école de Léa et la douce lumière de mon atelier de restauration. Mon cerveau fonctionnait avec une clarté redoutable. Je ne laissais plus personne préparer mes repas ou ranger mes clés. Un matin d'hiver, je suis retournée à ma table de travail professionnel. J'ai allumé ma grande lampe loupe articulée. Une célèbre galerie parisienne m'avait confié une toile du XVIIIe siècle. Un portrait de femme de cour. L'œuvre était entièrement recouverte d'un vernis fortement oxydé. Cette pellicule assombrissait considérablement les traits du visage. L'ancien propriétaire pensait que la toile originale était sombre, presque lugubre par nature. Il se trompait lourdement. C'était simplement l'accumulation patiente des années et des mauvaises couches de protection qui étouffaient la vivacité de la peinture. J'ai trempé mon fin coton-tige dans mon flacon de solvant spécifique. J'ai approché la petite tige de bois de la surface tendue de la toile. J'ai frotté avec une pression parfaitement millimétrée sur la joue droite du portrait. Le vernis noirâtre a fondu en quelques secondes. Le bout de coton est ressorti souillé, engorgé de crasse ancienne et de résidus collants. Sous l'action méthodique de mon geste, la véritable couleur de la peau est apparue à la lumière. Un teint extrêmement clair, éclatant, intact sous l'opacité. Je n'avais jamais perdu l'esprit. Mon cerveau n'était pas défaillant. J'avais simplement été recouverte par le mensonge toxique d'une autre. Il suffit parfois d'un simple changement de chimie et d'un peu de méthode silencieuse pour dissoudre le vernis de la folie et retrouver sa propre vérité. La famille n'est jamais un sanctuaire intouchable par nature. C'est souvent la prison la plus dangereuse de toutes, tranquillement gardée par ceux qui vous servent votre thé avec le sourire. Cette histoire de trahison familiale vous a tenu en haleine ? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains récits de manipulation et de vengeance silencieuse. Laissez un pouce bleu pour soutenir notre travail et dites-nous dans les commentaires comment vous auriez réagi à la place d'Élise face à ce piège juridique. Votre soutien est essentiel
pour nous permettre de continuer à démasquer ces secrets de famille. À très bientôt pour une nouvelle histoire.